Confortablement réélu en mai 88, François Mitterrand confie le gouvernement à Michel Rocard. Jacques Lang retrouve le ministère de la Culture, mais pas seulement, et pas seul. Il est aussi en charge de la communication avec une femme que Mitterrand avait nommée à la CNCL, Catherine Tasca. Rapidement, la décision est prise de remplacer la CNCL par une nouvelle instance de régulation, le CSA. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été installé officiellement tout à l'heure. La nouvelle instance qui va régir les radios et les télévisions a été mise en place par le chef de l'État. À la présidence de ce conseil, dont la composition est plus administrative que professionnelle, François Mitterrand désigne un haut fonctionnaire qui fut un bref PDG de TF1 en 1981, Jacques Boutet. Après la Haute Autorité et la CNCL, c'est la troisième instance de régulation audiovisuelle dont se dote la France en 7 ans. De quoi donner peut-être à Jacques Boutet le sentiment d'aller au casse-pipe. Au casse-pipe, on n'y croit pas, parce qu'on n'est jamais très modeste dans ces cas-là. Si, bon, les autres ont échoué, mais les circonstances ne sont pas... Il faudra bien qu'il y en ait une qui réussisse. Le CSA va connaître sa première épreuve dès l'été 1989. C'est à lui qu'il incombe en effet de choisir un PDG commun aux deux chaînes publiques, Antenne 2 et FR3. La décision d'instaurer une présidence commune est une conséquence du déséquilibre accru ces dernières années entre secteur public et privé. Disparité salariale, redevance trop faible, inflation sur les droits audiovisuels. Face à l'empire de TF1 et au coup de boutoir de la 5, les chaînes publiques sont en perte de vitesse. À l'automne 1988, Antenne 2 et FR3 ont vécu leur plus longue grève depuis l'éclatement de l'ORTF en 1974. L'idée qui préside à la réforme engagée par Catherine Tasca et Jacques Lang consiste à rapprocher et harmoniser les deux grandes chaînes publiques. Cette idée de présidence commune m'est venue à l'esprit lors d'une conversation avec Patrick Lelay, qui était le président de TF1, un homme au demeurant d'une grande intelligence, un vrai professionnel, un homme qui sait faire. Il faut toujours écouter avec attention ce que dit Patrick Lelay. Et il m'a dit ce jour-là, parce que nous bavardions un petit peu de l'équilibre du système, il m'a dit quel dommage que je ne puisse pas en même temps gérer la 5 ou la 6. Alors je lui dis, mais vous voulez devenir le maître absolu de tout? Il me dit non. Ou plutôt, il m'explique que s'il détenait 2 réseaux, il pourrait assurer des rediffusions, assurer des programmations complémentaires, ici une programmation plus grand public, là une programmation plus pointue. Et je me suis dit, l'écoutant parler, quelle ingénieuse idée! Pourquoi ne pas l'appliquer au service public? Et j'en ai parlé avec Catherine Tasca, qui a trouvé l'idée ingénieuse, et progressivement elle a fait son chemin. Oui, sans doute, oui, ça doit être cette idée-là. C'est Jacques Lang qui souffle à Catherine Tasca une mauvaise idée que je lui ai donnée, sûrement, oui. Oui, là, j'aurais mieux fait de me taire ce jour-là. Oui. La présidence commune est une chose à laquelle j'ai beaucoup tenu, personnellement. J'ai en effet dû beaucoup travailler, beaucoup de gens, beaucoup d'instances pour obtenir le feu vert là-dessus. En août 89, à quelques jours de l'élection du président commun, des candidats vont être auditionnés par le CSA. Encouragé par l'Élysée, mais aussi par Jacques Lang et par le président du CSA, l'avocat Georges Kiechman est donné favori. Mais plutôt qu'un avocat de renom, Catherine Tasca aimerait voir un professionnel à la tête d'Antenne 2 FR3. Encouragé lui aussi par le pouvoir, l'ex-PDG de TF1 Hervé Bourges est bientôt sur les rangs. J'avais bien envie de revenir à la télévision, j'avais pas envie d'être candidat. Pour une raison très simple, c'est que directeur général de Radio Monte-Carlo, depuis la fin 1988, j'avais pas envie d'échouer dans cette candidature. Et je me demandais ce que Georges Kiechman venait faire là. Dans un premier temps, on me laisse croire que Hervé Bourges ne sera pas candidat. Alors, je ne conteste pas à l'époque la compétence d'Hervé Bourges, et donc si j'avais pu penser qu'il le serait, ça aurait été un élément de réflexion négatif pour moi. Le CSA se retrouve donc avec 2 favoris. Ceci place l'instance de régulation, dont 6 membres ont été nommés par la gauche et 3 par l'opposition, devant un dilemme. Paraître donner satisfaction au pouvoir, ou bien se défausser sur un outsider. Une partie des membres du CSA
ne souhaitant voir arriver aucun de ces deux candidats, ont réellement organisé l'arrivée d'un outsider. C'est à ce moment-là que Philippe Guillaume nous a fait savoir que peut-être il pourrait être candidat, ne serait-ce que pour apporter une diversification dans les candidatures. Et que c'est vrai que nous étions au moins 3 à penser que ce serait souhaitable, même s'il y avait très peu de chance. Peu de chance, mais suffisamment pour un homme habile. Président depuis 2 ans d'une SFP qui bat de l'aile, Philippe Guillaume va jouer à fond la carte du sauveur gestionnaire qui se veut apolitique. Les 9 et 10 août, le CSA auditionne les candidats. Jusqu'au dernier moment, chacun pense que le titre se jouera entre les 2 favoris. Mais à 18h30, le verdict tombe. Contre toute attente, Philippe Guillaume l'emporte. Considéré par le gouvernement comme une bourde du CSA, cette nomination provoque immédiatement des réactions hostiles. Je le dis très franchement, j'ai été attristé. Attristé. Comment peut-on en arriver là? La présidence commune, c'était pour moi, d'une certaine manière, plus important, parce que c'est l'idée qu'avec quelques autres, je m'étais faite de l'avenir d'un service public fort face à la concurrence du privé. Donc, le premier personnage qui allait donner corps à ça, c'était, à mes yeux, tout à fait décisif. Et c'est vrai, même si ça a pu être senti comme injuste, que d'emblée, je n'ai pas cru que Philippe Guillaume pouvait l'incarner. La présidence commune est mal partie. Les relations entre Philippe Guillaume et le gouvernement vont tourner au conflit à répétition. Les rapports du pouvoir avec le secteur privé ne sont pas davantage au beau fixe. La 5 et M6, qui recourent à une programmation très américaine, sont dans le collimateur des ministres. Ceux-ci veulent imposer aux heures de grande écoute des quotas d'œuvres françaises. Dans la vie, il faut un minimum d'honnêteté. Lorsqu'on prend un engagement, on le tient. Chacun des candidats à la direction de ces chaînes s'était engagé à consacrer une part très importante de leurs investissements et de leurs programmes à des émissions culturelles, à la création d'œuvres originales. La 5 était une chaîne qui, contrairement à ce que Robert Arsan avait dit quand on l'avait confié, ne faisait pas du tout une programmation familiale pour les enfants, pour être vue par tout le monde, etc. Mais s'était lancé dans une programmation très provocatrice. Il faut savoir aussi qu'Arsan commence à comprendre des choses, à comprendre la télévision. Il faut savoir ça. Qu'il commence à savoir aussi que les téléfilms américaines, que pour lui c'est de là, sont pas bien. Il commence à les sauter. Quand il regarde l'audience, il dit, eh oui, c'est vrai, c'est nul, mais il fait de l'audience. Moi, avec mes programmes que je vais faire, je fais pas de l'audience. Il commence à être réaliste. Il commence à accepter les principes de la réalité. Et alors, avec un peu de honte, et Arsan, il commence à accepter vraiment que la chaîne doit être américaine, qu'elle doit faire des séries. Donc, ces fameux quotas dont on a beaucoup parlé, ils ne faisaient que traduire les engagements qui avaient été pris par ces candidats à la direction de ces chaînes. La querelle sur les quotas se double d'une polémique à propos du nombre de chaînes. Devant les difficultés financières rencontrées par la 5 et M6, Catherine Tasca lance un pavé dans le PAF en déclarant qu'il y a une chaîne privée de trop. Bon, d'abord, très franchement, je cautionnais cette déclaration. Elle a eu le courage de la faire. On a dit maladresse, peut-être, mais elle a dit la vérité. Alors, dans la bouche de Catherine Tasca ou de Jacques Lang, selon les moments, le thème général était il y a en effet une chaîne de trop. Mais selon les moments, c'était une attaque anti-Arsan. C'est la 5 qui est dans votre esprit? Quand je dis il y a une chaîne de trop, personnellement, oui. Mais de plus en plus, et surtout à partir du moment où la 5 a eu des difficultés, le Suivez mon regard était dirigé vers la 6. C'était quand même difficile de désigner celui à qui on coupait la tête en premier. C'est agréable de faire de la télévision dans des conditions pareilles. Malgré l'audience des séries américaines, la 5 approche de 2 milliards de déficit. Arsan est aux abois. Il reproche à Berlusconi, principal fournisseur de la 5, de vendre trop cher ses programmes.
De son côté, l'Italien estime qu'Hersan gaspille l'argent de la chaîne avec l'information, qui ne rapporte pas de publicité. La méfiance règne, aussi pour une autre raison. Secrètement, Berlusconi essaie de négocier depuis des mois une alliance avec Bouygues. Une entente qui pourrait déboucher sur un mariage de TF1 avec la 5. Comment elle peut chercher un accord? Pour quelle raison Bouygues peut trouver un accord avec Berlusconi? Très simple. D'abord parce qu'il y avait sur les plateaux du PAF, sur la table du PAF, il y avait vraiment une urgence. Couper la tête à la 5. Bah, moi, tout ce qui pouvait déstabiliser la 5, vous pensez bien que je sautais sur toutes les occasions qui se profilaient. Donc j'avais fait un travail, comment dirais-je, psychologique, d'agite-propre, pour démobiliser le groupe Berlusconi par rapport à son associé Robert Hersan. Et ils étaient en conflit d'ailleurs. Moi, je me souviens avoir rencontré plusieurs fois Robert Hersan, parce que je le voyais, et il me disait « Je suis catastrophé. Je dépense un argent fou, et je ne fais que perdre. » Et Berlusconi le lui reprochait beaucoup. Seulement, Robert Hersan avait aussi beaucoup à reprocher à Silvio Berlusconi, parce que Silvio Berlusconi, lui, il se promenait en permanence avec ce qu'on appelle son catalogue. Les trésors des guerres de Berlusconi, c'est-à-dire l'achat des programmes qui aujourd'hui font la loi, les succès de la une de la grille d'aujourd'hui. Des films américains, premier passage, première diffusion, très fort, très important. Et lui, il se disait, il faut que j'arrive à continuer à vendre mon catalogue. Donc c'était vraiment un poker menteur. Parce que moi, j'essayais de le séduire en lui disant, vous serez beaucoup mieux dans la une, ça va gagner beaucoup d'argent. Et lui, il se disait, je vais arriver à leur fourguer mon catalogue à la sortie. Bon, et il y avait des discussions à n'en plus finir. Alors, moi, j'ai dit, je veux bien, mais je veux le voir. Il ne le montrait jamais. C'était du plus haut comique. On voyait jamais le catalogue. On n'arrivait jamais à le connaître. Il disait, il est formidable, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Il disait, non, on ne va pas l'acheter les yeux fermés. Mais finalement, c'est lui qui est plutôt venu que nous. Et il est venu. Il a même un moment où il a acheté des titres de Bouygues. Et il a été au conseil d'administration du groupe Bouygues. Et vous l'y encouragiez à cette époque? Beaucoup, oui, parce que tous ceux qui l'amenaient chez nous le dessoudaient de l'autre. Les discussions traînent avec TF1. L'accord ne se fait pas. En septembre 1989, coincé sur la 5, Berlusconi décide de jouer le tout pour le tout et d'évincer Hersan. Il fait alliance avec celui qui fut le premier actionnaire de la 5 et qui a conservé une petite part du capital, le président de Chargeur, Jérôme Sédou. On entend déjà des rumeurs de plus en plus persistantes sur la probable éviction de Robert Hersan de la direction de la 5 au bénéfice de Jérôme Sédou. Berlusconi-Sédou s'attaque à la gestion de la chaîne de télévision qui a perdu 1,6 milliard de francs en un an et demi. Si l'offensive réussit, Jérôme Sédou, un grand capitaliste classé à gauche, va ainsi retrouver la présidence de la 5 dont il avait été évincé en 1986 au bénéfice de Robert Hersan. Techniquement, l'opération s'apparente à un putsch. Avec l'aval de l'Élysée, du gouvernement et la bienveillance du CSA, Sédou et Berlusconi offrent de racheter leur part à plusieurs petits actionnaires de la 5. Ceci à la veille d'un conseil d'administration au cours duquel Hersan serait démissionné. Certains actionnaires sont prêts à vendre, et si tous ces actionnaires qui sont prêts à vendre, qui ne croient plus à l'avenir de la 5, qui veulent uniquement récupérer leur argent, vendent et nous vendent, s'ils vendent tous, eh ben nous étant un groupe Berlusconi, disons Chargeur, aura la majorité. Puis ça n'a pas marché. Vous l'apprenez comment? Ça se passe comment? Ça n'a pas marché parce qu'on a vu arriver un paquet de souscriptions tous en même temps, avec la même machine à écrire, la même manière de la remplir, donc on s'est dit il y a un coup. C'est à ce moment-là, donc j'ai appelé M. Hersan, j'ai dit il y a un coup, et il m'a dit on annule le conseil d'administration de demain. Et M. Hersan a fait croire qu'il était prêt à négocier. Mais M. Hersan, vraiment, c'est un génie des coups d'État. C'est pas un Italien qui peut vraiment détruire Hersan. Ça, il faut le reconnaître. Et Hersan, il joue de façon magnifique, il laisse arriver les choses, il retrouve tout, il fait vraiment, à la fin, je sais seulement une chose. Les matins, on a vraiment la certitude d'avoir la 5 sous les contrôles de Berlusconi. Un peu de Sédou. Les soirs, Hersan est plus fort que les matins. Il a les contrôles total. Le tandem Sédou-Berlusconi souhaitait déposer Robert Hersan pour prendre la direction des affaires, mais le patron du Figaro, au moins provisoirement, est parvenu à sauver son fauteuil. Il va avoir le temps de retourner suffisamment de choses
pour que le putsch qui devait réussir, vous savez, les putschs, un certain nombre comme ça dans l'histoire, qui devaient réussir, qui ont échoué, ben celui-là qui devait réussir va échouer. Entre Hersan et les putschistes, une bataille juridique s'engage. Tout l'automne 89, les actionnaires de la 5 vont s'entre-déchirer au tribunal. Devant le tribunal de commerce de Paris, le groupe Hersan-Verne accuse ses adversaires de montage irrégulier de majorité d'actions et le groupe Berlusconi-Seydoux accuse les précédents d'avoir trafiqué une augmentation de capital pour garder la majorité, donc le pouvoir. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, mais je résume. En décembre, la justice donne définitivement gain de cause à Robert Hersan. C'est une victoire, mais son goût est amer, car les recettes de la 5 ne décollent toujours pas. Le poids des pertes menace désormais d'écraser son groupe de presse. Quelques jours avant Noël, Hersan convoque le directeur de la 5. Le 21 décembre, on se souvient très bien, il m'appelle pour le rencontrer seul. Il me dit, vous venez seul, avec une feuille de papier, une seule. Et sur cette feuille de papier, je veux avoir tous les comptes sur 2 ans, 1990-1991, après l'application des décrets de Mme Tasca. Sur ce document, Philippe Ramond a mesuré l'impact financier de la prochaine réglementation. Il en ressort dans tous les cas de figure que la 5 s'expose à un déficit fatal. Pour Hersan, fatigué des luttes intestines et conscient d'avoir échoué à faire une chaîne de qualité, une seule décision s'impose. Il m'a dit, Ramond, on part. Hersan renonce à la 5 et va minutieusement préparer sa sortie. Il exige que cette décision reste confidentielle. Le temps de parvenir à un accord avec l'homme auquel il songe à revendre la 5, le patron d'Hachette, Jean-Luc Lagardère. Robert Hersan est un habitué des acrobaties bancaires, mais cette fois, il joue très gros. S'il reste patron d'une 5 qui court au dépôt de bilan, il sait qu'il devra supporter une grande partie des pertes. Le scénario qu'il va construire pour se retirer est digne d'un thriller financier. Le groupe Hachette lui semble un partenaire tout désigné. Son PDG, Jean-Luc Lagardère, candidat malheureux à la reprise de TF1, ne considère-t-il pas comme un handicap le fait d'être absent de la télévision ? Il disait lui-même, sans une télévision, on est unijambiste. Pour un grand groupe de communication aujourd'hui. C'est vrai que nous donnions l'impression d'être un peu infirmes en n'ayant pas une position dans la télévision. C'est vrai. Hersan, Lagardère, c'est la rencontre de 2 urgences. L'un veut vendre une chaîne et récupérer sa mise, l'autre ne demande qu'à acheter. Un matin de janvier 1990, Robert Hersan se rend au domicile de Jean-Luc Lagardère et lui fait une offre qui paraît séduisante. Monsieur Hersan vient me voir un jour, un matin, et me dit voilà, je vais reformer complètement le capital de la 5. Je souhaiterais, si vous y voyez un intérêt, à ce que vous soyez mon associé en lieu et place de quelqu'un qui s'en va. Celui qui veut partir, c'est le perdant du putsch, Jérôme Seydoux. Habilement, Hersan va se charger d'une transaction qui sert son plan. C'est lui qui me dira, de toute manière, il y a quelqu'un qui vient sans arrêt me voir et qui sans arrêt me téléphone et qui veut acheter, qui est Jean-Luc Lagardère. Donc écoutez, je m'en occupe, je vous rappelle. Et donc Robert Hersan s'en est occupé et j'ai donc vendu aux conditions que j'avais demandées à Jean-Luc Lagardère. À partir de ce moment vont se dérouler des tractations entre Robert Hersan et Jean-Luc Lagardère. Les 2 hommes se voient seuls, sans leurs collaborateurs. Et fin mai 1990, Hachette fait publiquement son entrée à hauteur de 22% dans le capital de la 5, après avoir racheté la part de Jérôme Seydoux et de petits actionnaires. Officiellement, Hachette ne dirigera pas la chaîne, mais c'est une question de patience. Hersan a laissé entendre que d'ici 2 ans, il pourrait passer la main. On n'entre pas dans la 5 minoritairement pour y rester minoritaire, mais avec non pas la certitude, mais l'hypothèse, voire l'espoir que peu à peu, nous en deviendrions les responsables. En réalité, Hersan est plus pressé qu'il ne l'a dit de quitter la 5. Dès la rentrée 90, il annonce à Jean-Luc Lagardère son intention de ne plus diriger et lui propose de prendre le relais. Pour Hachette qui ignore ou sous-estime la réalité comptable de la 5, c'est l'occasion ou jamais. Et nous considérons donc qu'en effet, c'est un choix qu'il faut faire. On ne l'a pas recherché.
On l'a absolument pas recherché. À aucune façon, à aucun moment, je n'ai été demandeur. Mais c'est une opportunité. Voilà. Une opportunité qui ressemble à un piège. Hersant dicte les modalités financières de son retrait. Pour contrôler la 5, Hachette doit s'engager, par le biais d'accords secrets, à racheter, quoi qu'il advienne, la part d'Hersant. L'opération demande du doigté. Un changement d'opérateur ne peut se faire qu'avec le consentement du CSA. Voilà pourquoi, un jour de septembre 1990, Robert Hersant rend une discrète visite aux membres du CSA, où il vient faire valoir sa lassitude personnelle et la solution de continuité que représente Hachette. Et donc, il est venu ici. Je me souviens très bien qu'on avait baissé tous les rideaux au 18e étage, dans cette salle du conseil, parce que, nous a-t-on expliqué, Robert Hersant craignait le vertige. Et donc, il est arrivé et il m'a dit que il aurait souhaité que ce soit autre chose, que, en effet, ça n'avait pas correspondu tout à fait à ce qu'il aurait aimé faire, qu'il fallait savoir passer la main. En quelque sorte, il devait déposer son sac, enfin, télévision, parce qu'il ne pouvait pas mettre en danger son groupe de presse. Au fond, cette solution soulage le CSA, qui commençait à craindre d'avoir à gérer une faillite de la 5. Hachette se dit prête à investir, que demander de plus? Catherine Tasca, Jack Lang et quelques journaux expriment des réserves. C'est une des nombreuses fois au cours desquelles le CSA n'a pas pris ses responsabilités. Je m'étais permis de dire, à la limite de l'obligation de réserve, faites votre métier, examinez, analysez, pesez et sous-pesez avant de donner votre aval à une opération qui risque d'être mortelle pour un grand groupe de communication et pour la télévision. Il eût mieux valu en sortir par un arrêt réel à ce moment-là. Il aurait dû tirer les conséquences de l'échec de M. Hersant. Sauf que l'ardoise était épouvantablement lourde pour M. Hersant. Et je pense que c'est ce qui a conduit tout le monde, enfin tous les gens qui ont pouvoir d'action là-dedans, à préférer, puisqu'après tout Lagardère y croyait et voulait bien en payer le prix, préférer jouer cette option-là. Même réticence, naturellement, dans les chaînes concurrentes. Et je peux vous dire que quand nous avons appris que M. Hersant allait se retirer et que Hachette était candidat, nous avons eu des contacts avec les gens de chez Hachette, des gens comme Sabouret ou Lagardère, qui sont sur un plan personnel des amis. Enfin, c'est pas du tout des gens avec qui nous sommes en non-relation. On dit, vous êtes fous. Vous allez vous planter. Donc la responsabilité du CSA était de dire non. Ça suffit. La preuve est faite que ça ne marche pas. On ne réattribue pas. Mais personne au CSA ne veut porter la responsabilité de la fermeture d'une chaîne. Plutôt Hachette que l'écran noir. En octobre, le CSA prévoit une audition du projet Lagardère. C'est le moment que choisit Berlusconi pour se rappeler aux bons souvenirs de ses partenaires. Tenu à l'écart des tractations, l'Italien découvre que Robert Hersant et les autres actionnaires de la 5 ont secrètement vendu leur part à Hachette et sont donc tirés d'affaire. Tous, sauf lui. Furieux, il veut lui aussi récupérer sa mise. Il est prêt à tout, y compris à passer sur TF1 qui lui ouvre grand ses portes, non sans arrière-pensée. Et c'est vrai qu'on a aussi essayé d'obtenir que le groupe Berlusconi, il n'aille pas avec le groupe Hachette. Mais le groupe Berlusconi, il avait toujours son catalogue. Alors Berlusconi disait une chose simple, moi je donne mon catalogue au plus offrant. Berlusconi menace Hersant et Lagardère de quitter bruyamment la 5. S'il passe aux actes, la chaîne implose. Le CSA devra reconsidérer l'autorisation de la 5 et peut-être l'annuler. Alors le plan Hersant-Hachette s'effondrerait. Il tenait un pouvoir de nuisance certainement extrêmement important. Une partie de poker à plusieurs milliards de francs commence alors. À la veille de son audition, Jean-Luc Lagardère doit céder aux exigences de Berlusconi. Comme il l'a fait pour Hersant, Hachette s'engage à racheter la participation de l'Italien dans la 5, mais en plus à acquérir ce fameux catalogue de programmes évalué à 90 millions de dollars, soit près de 500 millions de francs. Fort de ces garanties financières discrètement négociées, Berlusconi peut alors publiquement annoncer qu'il reste, selon son expression, fidèle à la 5. J'ai décidé de rester comme partenaire à 25%, de suivre dans les augmentations prochaines du capital
et de conférer ma confiance pour la gestion de la 5 au groupe Hachette. C'est une excellente opération pour Hersant et Berlusconi, mais c'est aussi déjà la promesse d'un coûteux désastre pour Hachette. En résumé, avant même d'être opérateur, et alors que la loi interdit à un actionnaire de posséder plus de 25% d'une chaîne, Hachette s'est assuré en s'engageant pour environ 2 milliards de francs le contrôle secret de la quasi-totalité du capital de la 5. Officiellement, tous les actionnaires sont de vrais actionnaires. En réalité, un seul sera responsable, quoi qu'il arrive, de la totalité des pertes, Hachette. On ne peut pas dire qu'on a fait des choses illégales, parce que ce n'était pas le cas. Et nous n'avons pas dépassé les 25% qui nous étaient impartis par la loi. Mais il est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'accords avec les autres actionnaires qui, au fond, consistaient très simplement à ménager notre pleine responsabilité de direction en échange, ce qui était totalement logique, d'un minimum de garantie quant aux risques que couraient les autres actionnaires. Donc ce que vous décrivez, qui est en termes financiers la technique du portage, qui est fréquente en affaires. Il faut le noter parce que c'est aussi quelque chose qui intellectuellement ne heurte pas les gens qui sont dans le monde des affaires. Le portage, c'est classique. Alors, la loi sur l'audiovisuel est censée ne pas permettre ces pratiques. Bon, ce que j'y fasse, hein, comment peut-on, hein, on ne va pas sonder les cœurs et les reins, je ne peux pas les passer à la torture pour qu'ils me disent s'il y a un accord ou s'il n'y a pas eu un accord. Quand l'audiovisuel entre dans le monde des affaires, ou quand le monde des affaires entre dans l'audiovisuel, au fond, les pratiques des affaires, elles y entrent assez naturellement. Il faut beaucoup de force et beaucoup de volonté pour y échapper. Si Lagardère m'avait expliqué la situation, alors là, sans doute au moment où on a donné l'autorisation, on n'aurait pas donné, parce que je m'avais dit c'est suicidaire pour vous et c'est calamiteux pour la chaîne. On essayait simplement de bâtir une entreprise viable et un petit peu cohérente à partir d'une situation juridique et de textes qui, eux, ne l'étaient pas. En dépit de premières rumeurs sur l'existence de ces accords, le CSA n'intervient pas. Et le 20 octobre 1990 peut se jouer le théâtre classique de l'audition chargée de promesses. Pour proposer sa chaîne généraliste haut de gamme de qualité, Jean-Luc Lagardère était bien là avec toute son équipe Hachette. Le sortant Robert Hersant, lui, s'était fait représenter par Yves de Chaise-Martin, tandis que l'Italien Silvio Berlusconi, arrivé en retard, fut plutôt discret pendant ces 3 heures. Autant dire qu'Hachette apparaissait comme un vrai repreneur. Je dis que Hachette et ses associés vont sauver la 5. Nous allons développer les acquis et nous voulons devenir à terme, patiemment mais sûrement, un acteur majeur. Cet engagement, il est réfléchi, il est déterminé, il est raisonné. Le lendemain, le CSA confie la 5 au groupe Hachette. Jean-Luc Lagardère y croit. Il mise sur une nouvelle équipe et de nouveaux programmes. Mais il faudrait un miracle. L'ampleur du déficit a déjà scellé le sort de cette chaîne. Tout comme sera bientôt scellé dans le secteur public le sort du premier président commun d'Antenne 2 et FR3, Philippe Guillaume. Depuis son arrivée en août 89, la situation de Philippe Guillaume n'a pas cessé de se dégrader. Si on fait de la bonne télévision, on est dur à tuer. Donc il faut s'occuper de faire de la télévision. Il ne s'en occupait pas du tout. Et il me disait, mais ça, l'année prochaine, cette année, on va refaire l'électricité, le machin. J'ai dit, mais tu hop. Il me disait, et l'année suivante, on se rendra compte que ça va bien, et la 3e année, on me suppliera de rester. Et moi, je lui ai répondu, dans toute cette période de crise, il n'y aura pas de 3e année, il n'y aura pas de 2e année. Tu seras mort avant. Fin 1990, les chaînes publiques sont à la dérive. Erreurs de programmation, grève, renvoi de stars, déficit croissant sur Antenne 2. Le pouvoir est inquiet. Le Premier ministre, le ministre des Finances, ceux qui suivaient ce dossier à l'Élysée, Jacques Lang, bien sûr. Si, là, tout le monde s'est dit, attention, on va à la casse. À mesure que le temps passait, on apprenait que les déficits se creusaient, 200 millions, 300 millions, 400 millions. On était là, de crise en crise, de difficulté en difficulté. L'audience, au lieu de monter, avait baissé. Les titres étaient les funérailles du
du service public. Le sentiment général, pas seulement au gouvernement, dans l'opinion publique, dans la presse, parmi les professionnels, est que le service public est vraiment mal barré et qu'il faut par conséquent trouver une solution pour sauver le navire du naufrage. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même le gouvernement qui a dû parler avec le CSA et dire, bon, quand arrête-t-on les problèmes qui prenaient un tour dangereux pour les entreprises, sûrement dur aussi d'ailleurs pour Philippe Guillaume. Au lendemain des 7 d'or, le gouvernement qui a déjà en tête le nom d'un successeur demande au CSA de révoquer Philippe Guillaume. Embarrassés à l'idée de renier celui qu'ils avaient élu, les membres du CSA délèguent l'un des leurs pour obtenir d'urgence la démission du PDG. C'est une conversation, je dirais, pas difficile, mais enfin, je lui ai expliqué tout ce qui est l'enjeu complet, une espèce de très long panorama de la situation telle que je la voyais, telle qu'elle m'apparaissait, et qui débouchait sur, à mon avis, la nécessité pour lui de démissionner. Et je lui ai dit, et si vous prenez cette décision, il me semble qu'il faut la prendre tout de suite. Alors, il était évidemment très choqué parce qu'il n'avait pas envisagé cette hypothèse, en tout cas aussi vite, précipitée. Mais quand vous dites aussi vite, je lui ai dit aujourd'hui même. L'après-midi même, à 15h, Philippe Guillaume convoque la presse dans un grand hôtel parisien. C'est là que dans un tohu-bohu, où un certain nombre de syndicalistes étaient venus exhibant leur carte professionnelle pour le conspuer, que tout d'un coup, dans un silence émouvant, il a annoncé son départ que personne n'attendait. Vraiment personne, et que c'était le secret avait été totalement gardé. L'intérêt supérieur du service public et l'idée que je m'en fais me conduit à tirer les conséquences de cette situation, c'est-à-dire à donner ma démission. Une heure plus tard, le président du CSA prend contact avec le successeur souhaité par le pouvoir, l'ancien PDG de TF1, Hervé Bourges. Cette fois, la procédure est expéditive. Ni candidature, ni compétition, pas même une audition. Je me souvenais qu'il pleuvait fort ce jour-là, très fort même, et que Jacques Boutet me demande de venir le voir d'urgence au CSA. Je lui ai téléphoné donc pour lui demander s'il était bien candidat. Je dis, je ne suis pas candidat. Si vous me dites que le CSA me désigne, bien évidemment, j'accepte. Si vous me demandez de venir présenter ma candidature, je ne le ferai pas. On va avoir une situation où il fallait aller vite. Mais je dirais que la rapidité avec laquelle la solution a été proposée en a surpris un certain nombre. Et puis on me demande de passer par les sous-sols, d'arriver à tel étage où quelqu'un viendrait me chercher. Et puis on m'emmène non pas dans le bureau du président Boutet, mais à un endroit que je ne suis pas capable de reconnaître aujourd'hui, parce que c'est un endroit indéterminé. Et Jacques Boutet me fait asseoir et me dit, voilà, Guillaume vient de démissionner, il nous faut trouver un président. Nous sommes tous d'accord pour que ce soit vous. Tous, ou presque. Nommé par 6 voix et 3 abstentions, Hervé Bourges s'attelle à la restructuration d'Antenne 2 et FR3. Celle-ci va se traduire par la suppression d'1 millier de postes et la réunion des 2 chaînes au sein d'un même groupe, baptisé France Télévisions. Alors que commence pour France 2 et France 3 une lente remontée, une chaîne privée est au plus mal. La 5 se meurt. À la rentrée 1991, un an après sa reprise, la Nouvelle 5 est un échec. Les contraintes réglementaires, la crise du marché publicitaire pendant la guerre du Golfe ont encore alourdi le déficit. En septembre, les pouvoirs publics s'alarment. Le nouveau ministre de la Communication, Georges Kiechman, qui a remplacé Catherine Tasca, rencontre Jean-Luc Lagardère. Le patron d'Hachette se veut confiant. Et il me dit très clairement que quoi qu'il arrive, il a tout prévu pour tenir au moins 2 ans. Et moi, je suis peut-être là encore naïf, mais je crois que quand le chef d'un grand groupe international qui a réussi dans bien des domaines autres que l'audiovisuel vous donne l'assurance qu'il a tout prévu pour tenir dans la pire des hypothèses 2 ans, c'est qu'il va tenir dans la pire des hypothèses 2 ans et pas 2 mois.
Seulement, il se trouve que Jean-Luc Lagardère n'avait pas les fameuses réserves qu'il avait cru de bonne foi ou qu'il avait fait semblant de mauvaise foi d'avoir à sa disposition. Redoutant une crise majeure dans l'audiovisuel, le gouvernement tente alors de forcer un mariage entre la 5 moribonde et M6, une chaîne qui commence à sortir la tête de l'eau. Pour sauver la 5, il y a d'abord eu une tentative de la rapprocher de la 6, avec une réunion organisée par Jacques Lang et à son ministère, à laquelle j'ai participé, et où il s'est très vite confirmé que la 6 ne souhaitait pas du tout ce rapprochement sous aucune forme. Ils n'étaient pas consentants. Ah, pas du tout. Là, je dois dire que j'ai encore en mémoire dans mon bureau une réunion. J'avais invité à venir Jérôme Monod et Jean-Luc Lagardère. Et disons que j'avais peine à obtenir qu'ils échangent quelques paroles. Il fallait faire la conversation. Alors, je dirais d'abord que j'ai été extrêmement choqué que des ministres d'un gouvernement, quel qu'il soit, s'amusent à jouer les marieurs de chaînes de télévision. De quoi je me mêle? L'échec de cette tentative contraint la 5 à chercher de l'aide ailleurs. D'abord du côté de Canal+, qui n'est pas intéressé, puis auprès du grand rival TF1. Les négociations s'ouvrent avec le groupe Bouygues, mais elles tournent court. On ne va pas rentrer dans la 5, la loi ne nous autorisant à prendre que 15%, dans une 5 qui est une spirale de perte. On a tout entendu qu'on était fossoyeur de la 5 ou qu'on était fossoyeur de rien du tout. C'est le CSA qui avait fossoyé un système. Et le groupe Hachette s'est fossoyé tout seul dans cette affaire-là, parce qu'il n'avait qu'à pas y aller. C'est-à-dire que tout le monde était heureux de tuer, de voir disparaître la 5, de tuer, de voir disparaître Lagardère. En décembre, Hachette n'a plus le choix. Il faut à la 5 un plan de restructuration ou se résoudre au dépôt de bilan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Il y a ce soir à la 5, 576 licenciements sur 820 employés, tout type de contrat confondu. Le coup près est donc tombé, plus dur, plus violent que dans les plus sombres prévisions. Sur 820 personnes qui travaillent régulièrement pour la 5, 576 vont voir leur contrat interrompu ou non renouvelé. En clair, les 2/3 du personnel de la 5 va être licencié. Ce plan ne passe pas. Le 31 décembre au soir, Jean-Luc Lagardère dépose le bilan. L'aventure de la 5 aura coûté au groupe Hachette 3,5 milliards de francs. J'ai pris une grave responsabilité que jamais personne n'a pris dans le domaine de la télévision, c'est-à-dire arrêter. Personne ne croyait que je le ferais. Personne. Personne. Je l'ai fait. Parce que, et sachant tout ce qui retomberait sur moi, bien que je n'étais pas directement, et ça fait rien, je l'ai fait. Parce que je considérais que c'était mon devoir de le faire pour le groupe, et que c'était aussi montrer à tous les autres comment ils s'étaient comportés. Donc le dépôt de bilan, c'est une situation, c'est une décision abominable, humaine, psychologique, vis-à-vis de l'ensemble des salariés, vis-à-vis de tout le monde. Mais ce n'est pas une décision, c'est un constat. Il y a un jour où on constate qu'on est dans une situation telle que, tel le boutiquier de Balzac, on est dans une situation donnée. Et puis c'est tout. Et le rideau est tiré. Les dés ont donc été jetés ce matin. Hachette déclare forfait, Hachette accuse aussi. Selon les responsables de l'entreprise, les hommes politiques n'ont rien fait. La télévision française est sinistrée. C'est une véritable sidérurgie. Cela, les milieux politiques n'ont pas voulu le comprendre. Les coupables, ce ne sont ni les ministres, ni les règles. C'est, je dirais, ne mettons pas en cause Jean-Luc Lagardère, encore une fois, qui est un chef d'entreprise de tout premier plan. Les coupables, je dirais, c'est nous collectivement les Français. Il y avait comme une sorte de vanité française à croire que parce que c'est la France, on pouvait se payer 5 ou 6 chaînes généralistes, publiques et privées, et ça n'est pas possible. Les politiques mises en cause, seulement selon les actionnaires italiens de la 5, il faut aussi chercher ailleurs les responsabilités. Les représentants de Silvio Berlusconi ont ce matin pris leur distance avec Hachette. À partir de ce moment, Hachette a assumé la direction et la responsabilité opérationnelle de cette chaîne depuis octobre 90, en ne tenant pas compte ni de l'expérience du groupe Berlusconi, ni de l'expérience de ces hommes
et de tout le travail qui a été fait depuis le début de cette 5. En janvier 1992, le groupe Berlusconi propose un plan de sauvetage de la 5. Sitôt connue, cette hypothèse déclenche l'hostilité générale. Gouvernement et CSA vont tout faire pour s'y opposer. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Personne ne veut de Berlusconi. Mais plutôt l'écran noir, oui, en tout cas, certainement pas Berlusconi. Mais les plus hostiles à une relance de la 5, ce sont ses concurrents. À l'initiative de Canal+ et TF1, les chaînes françaises s'organisent en coalition. Elles proposent de créer ensemble une chaîne d'information qui prendrait la place de la 5. L'objectif est double, chasser Berlusconi de France et faire en sorte qu'aucune chaîne commerciale ne renaisse sur ce réseau. On l'avait quand même assez vu, M. Berlusconi, hein, et par conséquent, l'idée que cet homme se présente comme le sauveur de la 5 avait quelque chose de cynique ou de bouffon, ou les deux. Le projet de chaîne d'information n'est pas retenu. Mais la coalition l'emporte tout de même. Isolé, Berlusconi renonce à la 5 et quitte la France. La liquidation judiciaire est prononcée. Le 12 avril 1992, à minuit, pour la première fois dans l'histoire de la télévision, une chaîne privée nationale s'éteint. Dites-moi, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à fermer ce petit écran? Ils veulent faire les deux ensemble. Pour que ça ne me distrait pas. La 5 ne distraira plus personne. Saluée par des déclarations poliment attristées, la disparition de la 5 réjouit ses concurrents. L'événement consacre la victoire de TF1 dans la télévision commerciale et met un terme aux grandes secousses qu'a connues l'audiovisuel français dans les années 80. La 5 est morte et le pouvoir va prendre les décisions qu'il estime nécessaires pour qu'elle ne ressuscite jamais. La première de ces décisions consiste à neutraliser une fois pour toutes le 5e réseau. À cette fin, le gouvernement Bérégovoy décide d'y installer Arte, une chaîne culturelle franco-allemande initialement destinée au câble et que préside Jérôme Clément. Alors, moi, je suis assez partagé. Est-ce qu'on se dit, non, Hachem, reprendre le réseau de la 5, comment on va faire? Occuper un réseau toute la journée, c'est quand même vraiment difficile. Comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas les droits. On va succéder à une chaîne commerciale. C'est donc un changement de public complet. Donc les gens qui sont habitués à avoir des paillettes à la Berlusconi et qui on va balancer un programme culturel européen, ils vont se demander ce qui leur arrive. On était à 1 an des législatives. C'était démarré dans les pires conditions. En mars 93, nouvelle cohabitation. Le RPR Alain Carignon hérite de la communication. Comme ses prédécesseurs, la première chose qu'il annonce est la mise en chantier d'une nouvelle loi. En attendant, un dossier préoccupe le pouvoir, la prochaine présidence de France Télévisions. Car derrière la fiction de l'indépendance des CNCL et autres CSA, les gouvernements de droite comme de gauche n'ont jamais renoncé à s'immiscer dans la désignation des dirigeants de chaînes publiques. Fin 93 doit s'achever le mandat d'Hervé Bourges. Aux yeux du CSA, le PDG de France 2 et France 3 n'a pas démérité et sa reconduction paraît acquise. À un détail près, le gouvernement Balladur et Alain Carignon ne veulent pas d'Hervé Bourges et le lui font comprendre. Je sens très nettement que se fait jour une certaine campagne disant « Ah, il faudrait changer la tête de la télévision ». Certains, d'ailleurs, me font comprendre qu'il serait très facile, par le simple biais d'un amendement, de supprimer la présidence commune. On n'enlève pas Hervé Bourges, on supprime la présidence commune. Qu'au moment du budget, on pourrait être dur à l'égard du président de France Télévisions. On m'a dit on peut faire sauter aussi le CSA par une loi nouvelle. Et on me dit, les chaînes marchent bien, il n'y a aucune raison que vous ne restiez pas, mais il faudrait nous donner quelques gages. Ce sont les mots propres employés par le ministre de la Communication de l'époque. Je n'ai pas donné de gages, et je n'avais pas à en donner. Si Alain Carignon tient tant à écarter Bourges, c'est qu'il soutient une autre candidature, celle d'un journaliste, Jean-Marie Cavada. Le ministre de la Communication a fait clairement connaître sa volonté au président du CSA. Très actif sur ce dossier, Alain Carignon a réfléchi dès l'été 93 aux professionnels qui pourraient, selon lui, rejoindre la future équipe de Jean-Marie Cavada. Parmi eux, un autre journaliste, Jean-Pierre Elkabbach. Vous voulez que je vous dise?
En août 93, un personnage important, qui avait un peu les manettes, qui était en charge de la communication, m'a dit « Préparez-vous à être directeur général de France 2. Choisissez vos hommes, à ma grande surprise, prenez un mois de vacances, les choses vont se faire vers novembre-décembre, et vous serez directeur général de France 2. » Et je me suis dit « C'est pas possible. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas possibles. Premièrement, que le pouvoir politique décide d'ores et déjà, alors qu'il y avait le CSA, qui serait le président, en négligeant les instances qui avaient été créées. Et que déjà, cet homme du pouvoir politique, peut-être alors que les autres l'ignoraient, était en train de constituer, avec un ou deux de ses amis, les équipes à venir. Mais à partir du moment où je comprenais que le pouvoir politique, cette fois-ci, disait « on ne va pas nommer un grand diplomate comme Maurice Ulrich, on ne va pas nommer un haut fonctionnaire, on ne va pas nommer un chef d'entreprise, mais peut-être un professionnel de ce métier », il n'y avait aucune raison que je ne me lance pas à mon tour dans la bataille. En décembre 1993, plusieurs candidats, dont Xavier Guyou-Beauchamp, sont dissuadés de se présenter par le gouvernement. Hervé Bourges renonce également. Sa succession est alors l'occasion d'un duel entre deux journalistes reconnus. Mais l'insistance et la maladresse avec laquelle Alain Carignon soutient Cavada irritent le CSA. Mais il a été très desservi parce qu'il était trop le candidat du ministre. Desservi à tel point que Jean-Pierre Elkabbach, dont la candidature est perçue avec bienveillance par François Mitterrand, comme par Édouard Balladur, est élu à l'unanimité des voix du CSA. Ironie de l'histoire, au moment où Jean-Pierre Elkabbach, victime symbole de 1981, accède à la présidence des chaînes publiques, un autre homme, André Rousselet, venu au pouvoir avec François Mitterrand, va se retirer spectaculairement de la chaîne qu'il a créée et qu'il préside, Canal+. Avec 3,5 millions d'abonnés, près d'1 milliard de bénéfices, la chaîne à péage suscite bien des convoitises. En 1994, la loi dite Carignon favorise la création d'un pacte entre deux actionnaires de Canal+, Havas et la Générale des Eaux, que préside Guy de Joigny. Une prise du pouvoir jugée inacceptable par André Rousselet, qui démissionne. Canal+ a vécu le conseil d'administration le plus court et le plus glacial de son histoire. 10 minutes pour sceller une époque et nommer un nouveau PDG. Président, c'est terminé. Vous n'êtes plus président de Canal+. Alors, vous pouvez m'appeler Rousselet, monsieur, André d'ailleurs, ça aussi bien. Qui est le nouveau président de Canal+. Scoop, Pierre Lescure. Pour André Rousselet, le responsable de son éviction n'est autre que celui qui a permis à la loi Carignon de voir le jour, le Premier ministre, Édouard Balladur, qui l'épingle à la une du Monde. Quelques mois plus tard, une chaîne éducative présidée par Jean-Marie Cavada vient compléter les programmes d'Arte dans la journée. Et en janvier 1995, François Mitterrand accomplit son dernier geste audiovisuel. Il nomme Hervé Bourges à la présidence du CSA. Nouvelle ironie des choses, c'est à l'ex-PDG de TF1 et de France Télévisions, chassé par la droite, qu'il revient désormais d'arbitrer le jeu audiovisuel. Une époque s'achève, celle où en l'espace de 2 septennats, la télévision est passée d'un monopole d'État à une situation de concurrence entre chaînes publiques et privées. Beaucoup de réformes, autant de ministres, des choix souvent improvisés dans l'urgence, des rendez-vous manqués, ceux du câble et du satellite. 20 ans après l'éclatement de l'ORTF, l'audiovisuel qui n'a pas cessé d'être un enjeu politique et financier semble se résumer à un affrontement bipolaire entre services publics et secteur commercial pour la conquête d'audiences massives et de recettes publicitaires. Mais pour combien de temps? L'ère qui s'achève est sans doute aussi celle de la télévision classique, hertzienne, généraliste. Avec la montée en puissance demain de nouvelles technologies, l'apparition par dizaines de chaînes numériques, avec le croisement de l'ordinateur et du petit écran, les acteurs audiovisuels des années 80 apparaissent comme les personnages romanesques d'une décennie aventureuse, les architectes d'un paysage bientôt révolu.